Alors, bonjour à Ok. tous. Aujourd'hui, on reçoit un champion de powerlifting, Lucas Detier. Je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans et ça fait plus ou moins 6 ans que je fais du powerlifting. Et il y a maintenant, c'était en 2018, j'étais champion d'Europe de l'Est en catégorie moins de 66 kilos. D'accord. Tu peux nous dire tes perfs pour que les gens y visualisent? Alors, en compétition, parce qu'il va y avoir effectivement les perfs en salle et celles en compétition. En compétition, avec des poids calibrés, à l'époque, au squat, j'avais fait 192 kg et demi. Au développé couché, j'avais fait 137,5 et au deadlift, c'était 225. D'accord. Ouais, pour un poids de 66 kilos, c'est balèze, hein. Ouais, effectivement. Et pour ce qui est des performances en salle, Alors, performance en salle, déjà, il faudrait compter que normalement, tu as quelques kilos en plus parce que tu n'as pas fait une sèche pour arriver à ouais, la compétition. Mais en salle, alors à l'époque, parce qu'effectivement, avec les salles, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, j'avais tiré 245 au deadlift, j'avais fait un squat à 200 kilos. Et au bench, là, tout récemment, avant que les salles ne referment, j'ai poussé 150 kilos. D'accord. Ok. pas mal quoi. Ah ouais, c'est super perf, hein. T'imagines un petit peu, c'est dans la catégorie des poids légers en plus. Ouais, les 150 kilos, on va pas se mentir, je les ai plus fait aux alentours de 70 kilos que de 66. C'est Ouais, ok. Mais bon, Ouais, tu bon. restes un poids léger quand même, on va pas se mentir non Ouais. plus quoi. Ok, super. Steph, tu commences avec les questions ou Ouais, parce bien sûr, bien que... sûr. Bah alors, explique-nous comment tu en es arrivé à cette discipline. Est-ce que tu avais fait autre chose avant? Quel parcours sportif tu as? Alors, moi, à la base, je faisais du rugby. J'en ai fait pendant 5 ans. Et simplement, à un moment, j'ai cherché un programme à faire à la salle, en plus de mes entraînements de rugby, parce que je voulais prendre un peu en puissance. Et donc, j'avais trouvé un petit programme comme ça sur Internet, qui était, je me rappelle, c'était un programme à faire en plus d'un entraînement de boxe. Donc, rien à voir. Ouais. Mais il parlait effectivement de squat, de deadlift, etc. Et je me suis progressivement rendu compte que j'avais une certaine propension à prendre de la force. C'était assez agréable comme entraînement. Et de l'autre côté, mes entraînements de rugby se passaient de moins en moins bien pour des raisons personnelles. À l'époque, j'étais étudiant. Faire les allers-retours pour les matchs et les entraînements, c'était extrêmement taxant. Là où, effectivement, faire des entraînements à la salle, j'avais une salle qui était à côté de chez moi. Et ça peut paraître un petit peu égoïste, mais au fur et à mesure du temps, j'ai eu de moins en moins la capacité de supporter, de dépendre des autres. Et dans une équipe voilà, de 15 joueurs sur un terrain, il y a cette frustration de dire je peux donner 100% de moi et on peut quand même voilà, se prendre une douille parce que quelqu'un a fait la fête la veille ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais aller vers une discipline où c'est juste moi, mes erreurs. Si je rate quelque chose, c'est ma faute pour pouvoir un petit peu arriver à me recentrer. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à cette discipline du powerlifting parce que progressivement, en cherchant de programme en programme en programme, j'ai fini par me rendre compte que ce que j'étais en train de faire, ça avait un nom, c'était quelque chose et qu'il y avait moyen d'aller plus loin là-dedans. D'accord. Et quand tu as commencé à faire tes premières barres, pour faire un petit comparatif avec ce que tu en es maintenant, euh, déjà au départ, tu étais déjà à combien pour te situer? Alors, si je, m- le seul, je veux dire, dont je me rappelle vraiment, parce que pendant les 2 premières années d'entraînement, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment, comme beaucoup, je débarquais à la salle, je faisais un truc à gauche, un truc à droite, il n'y avait pas Ouais, du tout de c'était pas structure. structuré. Voilà, exactement. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu un mec se mettre au bench et faire, genre, je pense, une série de 5 avec 80 kilos en tout, barre comprise. Et je me rappelle que j'étais sur le cul. Pour moi, c'était une charge astronomique. C'était pas possible qu'on pousse ça. Donc, je pense que oui, à l'époque, je devais pousser des barres, ouais, qui devaient, pour des séries de 10, je pense que c'était aux alentours de 40 kilos, grand maximum.
Ah oui, mais l'évolution, elle est incroyable alors. Ouais, mais ça vient déjà d'abord de tout ce qui est technique. Par exemple, mon squat, je croyais que j'avais un squat de taré à l'époque, et en fait, c'était que juste que je descendais pas assez bas, et donc je faisais un demi-squat qui ressemblait à rien. Je chargeais, enfin, je dirais pour l'époque, je chargeais comme un sou. Je pense que maintenant, ça doit ressembler à 100 kilos pour la barre, mais donc j'avais pas la bonne technique. Et donc, c'est ce qui fait que, oui, maintenant, j'arrive à faire beaucoup plus parce que la technique est bonne. Mhm. Et tu Ok. as été pris en main par un coach, comment ça s'est passé? Non, depuis, j'ai tout fait seul. En fait, j'ai quelques amis qui sont aussi dans les mêmes disciplines, donc on s'échange beaucoup d'informations. On essaye de faire nos recherches chacun de notre côté et de venir avec simplement de dire, ah, pour moi, ça a marché, qu'est-ce que tu en penses, etc. Durant toute la période, parce que pour l'instant, au niveau compétition, je suis un peu en off, mais durant toute la période où j'étais en compétition, j'étais en partie suivi par un coach dans le club auquel j'étais affilié, mais comme le club en lui-même était à une demi-heure de train de là où je vivais, je fais principalement tout seul parce que c'est juste plus pratique. Mhm. Ouais, tu avais un Alors, suivi, quand même une programmation extérieure qui t'a permis de t'orienter un petit peu, quoi. Oui et non. J'avoue que sans vouloir me jeter des fleurs, c'est quand même ouais, principalement moi. Et de temps en temps, voilà, j'allais jusqu'à ce club, Mhm. euh, je faisais mes lifts et je disais, bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Mais ouais, c'était principalement du fait à la maison. D'accord, ouais. Ah, c'est intéressant ça. ouais, c'est assez surprenant parce que maintenant, si, enfin, je vais te poser la question, ça, c'est plus simple. Est-ce que tu penses que l'apport d'un coach, à un moment, serait obligatoire si tu avais envie de passer un palier, attaquer le mondial, par exemple? Ouais, je pense effectivement, moi personnellement, durant toute une période, j'ai réussi à m'en sortir tout seul parce que j'ai trouvé des programmes qui me convenaient bien. Mais je pense qu'à partir d'un moment, on finit par atteindre un certain plateau qui fait que oui, il est nécessaire de se faire aider, ou en tout cas, c'est vraiment pas perdu. Après, j'aurais tendance à dire que sur toute la première période, avant qu'on ait atteint le premier plateau, il y a des programmes qui sont assez clairs et fournis que pour pouvoir déjà bien évoluer. Mais voilà, si on a passé 1 an et demi, 2 ans bloqué à un certain poids, bah oui, autant demander à un coach parce qu'il est clair que ce qu'on fait soi, ça ne fonctionne pas. Mhm. 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 Tu as quel âge en fait, Lucas? Là, j'ai 28 ans. Et Ah tu as ouais, commencé il y a combien de ça temps? marche. J'ai commencé, alors là, comme je dirais, genre la salle, avec cette période de n'importe quoi qu'il y a eu au début, j'ai commencé il y a 6 ans. Ok. Ouais, tu as commencé relativement jeune. Tu as subi des blessures ou pas? Ah, eh ben, non, honnêtement, pas énormément. Je pense que sur toute la période, ouais, sur tous ces 6 ans, je me suis blessé 2 fois au dos. Une fois, c'était simplement sur un exercice qui n'était pas très lourd. Et donc, résultat, j'ai pas fait attention. J'y suis allé, c'était sur un deadlift. Et c'était des séries longues comme ça en fin d'entraînement. J'ai pas fait attention, j'y suis allé trop vite. Et donc, je me suis blessé au niveau des lombaires. Et une fois, c'était bah, il y a 2 mois, où quand les salles étaient encore ouvertes, j'ai été m'entraîner à 8 heures du matin avec un ami. Et je me suis dit, ah tiens, je vais remettre des poids sur une barre au deadlift, on va un peu s'amuser. Et en fait, j'ai fait une montée qui était beaucoup trop rapide, vers une charge beaucoup trop lourde. Et en soulevant la dite charge, j'ai vraiment eu un truc dans le bas du dos où je me suis dit, ah, un peu mal. Et j'ai bêtement fini tout mon entraînement. Ça, c'est un message que je donnerais à tout le monde. Ouais. Moindre petite blessure, même si la douleur n'est pas importante, il faut arrêter tout de suite. Parce que comme on est aussi encore chaud, on ne se rend pas compte d'à quel point on peut avoir voilà, endommagé ses muscles. Et résultat, je suis sorti d'une période où pendant un mois, je n'ai pratiquement fait que du bench ou des exercices très légers pour mes jambes et mon dos.
parce que je voulais absolument décharger mon dos un maximum. C'est arrivé à quelle période ça? Parce qu'en fait, il y a eu ton titre en 2018. Mhm. Et puis, est-ce que tu as refait une compétition au championnat d'Europe ou à un moment tu t'es dit stop, je ralentis ou... Alors, après la compétition de 2018 du championnat d'Europe, j'ai dû faire encore une ou deux compétitions nationales en Belgique. Et en fait, c'est simplement que je savais que Europe, c'était prenable, mais j'y allais pas non plus en me disant, voilà, je vais tout gagner, ça va être fabuleux, etc. J'y allais un peu. Il y avait aussi ma famille qui était avec moi et on s'est dit, ben voilà, on va pouvoir aussi visiter la région, etc. Ce sera une expérience et le fait de partir avec moi était un peu une excuse. Mais je sais que pour l'instant, les stats des championnats d'Europe, mais surtout des championnats du monde, elles sont très très loin. Donc je pense que je vais continuer, je reprendrai sûrement les compétitions nationales. À l'international, peut-être Europe, mais je pense pas que j'irai jamais jusqu'au monde parce que c'est déjà voilà, une étape vraiment bien, bien au-dessus. Une idée du record actuel dans ta catégorie championnat du monde? Alors, je dois vérifier, mais je sais qu'au développé couché, non, pardon, je sais qu'au deadlift, il a été battu il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est par un Français, et c'était d'ailleurs assez étonnant parce que le gars est assez âgé. Mais en open, je pense qu'il a tiré une barre de plus de 300 kilos. Donc c'était À vraiment, 66 kilos de poids de corps? ouais, ouais, c'était C'est un truc de malade. je sais qu'au développé couché aussi, en fait, il faut aussi se dire que comme la règle, c'est il faut descendre la barre jusqu'à la poitrine, faire une pause et puis la remonter, on va utiliser au maximum le setting pour pouvoir réduire la distance faite par la barre le plus possible. Donc, le plus souvent, c'est des mecs qui vont avoir un arc de dos Un pont, ouais. prononcé, une prise de main extrêmement large. Et donc, la distance qu'ils vont faire, elle est très, très petite et elle leur permettra de soulever des charges, mais je pense que c'est dans les 180 kilos, quelque chose comme ça, au développé. Donc voilà, moi, ici en Belgique, j'ai une vie, j'ai ma copine, j'ai mon travail. Je ne peux pas, malheureusement, dédier tant que ça pour atteindre un tel niveau que je pense honnêtement, je n'atteindrai jamais parce que même physiquement, je ne suis pas taillé aussi parfaitement pour la discipline que le sont certaines de ces personnes. D'accord. Ouais. Et au niveau de l'apogée, donc en 2018, comment se passaient plus ou moins tes programmes d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînais? Parce que c'est juste pour répondre à une problématique. Il y a des fois, on dit, ouais, mais lui, c'est un champion, il s'entraîne 2 fois par jour, matin, soir, 6 fois par semaine, etc. Mhm. On a déjà répondu parfois indirectement à ce genre de problème, mais toi, tu t'entraînais combien de fois par semaine avant les championnats d'Europe? À ce moment-là, je pense que j'étais à du 3 ou 4 entraînements semaine, pas tellement plus. Aussi parce que c'est une pratique qui est hyper taxante d'un point de vue nerveux. Et Mhm. donc, on va dire que c'est la différence qu'on va trouver avec le body, par exemple, où ça va être les mêmes agrès, ça va être les mêmes outils qui vont être utilisés, mais un mec qui peut s'entraîner voilà, pour du bodybuilding, il peut le faire genre 6 jours semaine, et d'ailleurs il devrait. Un mec qui fait du powerlifting, ça va être tellement taxant physiquement et mentalement que c'est voilà, du 4 ou 5 jours semaine, c'est clairement pas tenable. Donc oui, je pense que j'étais à du 3 ou 4 jours. Ouais. Ah ouais, mais c'est une moyenne, hein. C'est ça qui est assez hallucinant parce que on entend souvent, ouais, moi je m'entraîne 2 heures par jour, matin et soir, etc., etc. Mais il y a des fois, moi, je me pose la question, je me dis, ouais, mais où en es-tu en termes de niveau? Est-ce que c'est pas trop? Parce que le trop peut justement amener à des blessures, peut justement amener à de la régression aussi. Parce que s'il y a bien une chose qu'on comprend, et surtout pour des athlètes qui arrivent à 28, 30, 32 ans, et Stéphane est dans une tranche déjà un petit peu plus âgée, et il le Ouais, dira beaucoup. Ouais. lui-même, c'est que tu dois favoriser le repos. C'est ça, à un moment, qui va te faire progresser pour ta prochaine session.
Non, mais même si on n'a pas la même discipline que toi, le principe reste le même. À partir du moment où tu as une vie à côté, tu as un travail, une vie de famille, tu peux pas avoir 2 entraînements par semaine, 6 jours sur 7. C'est impossible. Ensuite, il y a la phase de repos. Ensuite, il y a tout un schéma qui fait, comme tu le dis très bien, il y a l'influx nerveux qui est sollicité. Quand tu n'as plus d'influx nerveux, tu n'as plus d'influx nerveux. Tu peux faire ce que tu veux. Et les sports de soulevé de charge, moi, je n'y crois pas quand quelqu'un il me dit qu'il s'entraîne 5 fois par semaine, 2 fois par jour. Ou alors il est chargé comme un missile. Mais c'est pas possible. Parce que Ouais. l'influx nerveux fait qu'à un moment donné, tu n'en as plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est possible encore, je veux dire, pour des sportifs qui sont dans les sports de combat ou quoi que ce soit, Là, c'est s'ils ont un différent. cardio à intensité modérée le matin, etc. Mais quand tu es dans un domaine où effectivement il y a de la charge additionnelle en Ah. non-stop, il y a un moment, tu peux plus, quoi. Il y a un moment, tu te tues simplement, quoi. Tu vois, on a interviewé d'autres personnes hein, dans le même schéma. Tu vois, il faut Aurélien Lejeune avec Strongman ou bien Baptiste qui est champion de bench press. Ils le disent tous. C'est pas, ils font jamais 5 fois par semaine. Et pourtant, Baptiste, lui, il vit de ça. Hein, tu vois, donc il aurait le temps. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un facteur humain, si tu es naturel, qui t'empêche de faire ça. Pour moi, les gens qui me disent que voilà, ils s'entraînent 5 fois par semaine, 2 fois par jour, ça dépend ce qu'ils font. C'est sûr que s'ils font une série le matin et une série le soir, c'est faisable. Mais si tu fais un vrai entraînement, moi, j'y crois pas trop en étant naturel. Personnellement, Ouais. en tout cas, sur tous les gens qu'on a pu rencontrer, ils tiennent tous le même discours que toi, Lucas. En tout cas. Bah, disons que ça peut aussi dépendre des périodes. Genre là, pour l'instant, je suis en train de faire tourner un entraînement de 9 semaines, principalement axé vers le squat, qui est une version que j'ai un peu modifiée et bidouillée. Mais par exemple, les 3 premières semaines que je viens de clôturer, je m'entraînais 5 fois par semaine. C'était juste que je m'entraînais avec beaucoup d'exercices accessoires, avec des charges qui étaient plus modérées pour me permettre de tenir dans le temps. Je peux pas on va dire que je ne peux pas me permettre de pousser un 90% de ma charge maximale 5 fois semaine. Ça, Bah c'est ouais. complètement raisonnable. Mais on peut vraiment avoir des cycles avec une période de grosse fréquence, avec beaucoup d'entraînement au début pour vraiment accumuler une certaine fatigue, puis après passer à une fréquence moindre, mais à beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de séries d'exercices, et enfin à passer à une série de puissance maximale où là, ça va être des entraînements où je vais pousser 3 barres sur tout l'entraînement, mais par contre, je vais tout donner sur ces 3 barres. Mais c'est là où Mais, tu puises le plus, justement. Ouais. ah oui, moi, clairement, je me rappelle de moments quand je faisais des compétitions. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture, donc une fois sur deux, c'était ma mère qui m'amenait. Ça nous permettait aussi de passer un petit moment à deux. Et je me rappelle qu'en fait, sur le chemin du retour, je ne sais pas parler. Le plus souvent, je finissais par presque tomber malade, tellement j'avais une retombée de fatigue Ouais. d'avoir tout donné comme ça d'un coup. Ça, il y avait aussi le fait que j'essayais de sécher un petit peu pour réduire Ah mon ouais. poids sur la balance. Donc, l'un dans l'autre, c'était assez violent en fin de journée. Ouais, je me doute, hein, c'est normal. Et on n'a peut-être pas parlé aussi de ce que tu fais en dehors de cette discipline. Est-ce que tu as des passions ou une profession qui n'a rien à voir avec le sport? Moi, effectivement, mon travail à temps plein, je fais du dessin animé. Donc, ça n'a effectivement Ah ouais? rien. C'est Ah, vraiment c'est terrible, je crois. original, ça. C'est complètement. Donc, Tu crées des dessins animés ou tu fais de la BD ou des trucs comme ça? je crée des dessins animés sur ordinateur, mais donc je dessine, on va dire, pendant 8 heures par jour, je dessine des petits personnages mignons. Et puis, en fin de journée, je vais squatter 180 kilos. C'est génial, ça. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça, tu vois. C'est... Et Et je trouve ça. il y a des dessins animés où tu as contribué, qui sont connus, qu'on pourrait. Là, pour l'instant, je viens de finir pendant 1 an et demi. J'ai travaillé sur un film qui devrait, je pense, sortir au cinéma.
Je peux pas encore trop, Ouais, bien sûr. qui est d'un réalisateur connu israélien. Voilà. Euh, mais, euh, mais donc, ouais, a priori, ça, ce sera mon premier gros film sur lequel j'aurai bossé où j'aurai mon nom au générique. C'est Ah, génial, ça, ça. c'est top, quoi. Franchement, c'est une super nouvelle. Et est-ce que tu dessines des petits bonhommes avec des barres? De temps en temps, ça m'arrive effectivement de faire se rejoindre mes deux passions. Ouais, c'est super original, hein. Tu vois, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça. Sympa. Moi, je trouve ça vraiment dingue parce que tu te dis, bah, tu vois, on avait déjà Jean Van Rissel qui est coiffeur et lifter en kettlebell le soir Ah, et qui Jean, quand tu m'as dit expliquait que qu'il était lui, coiffeur, je suis resté con, quoi. ah ouais, non, moi, ça m'avait mis KO parce que Jean Van Rissel, c'est le champion du monde belge en vétéran en kettlebell sport, donc tout ce qui est synonyme de sport de force. Et puis, tu apprends qu'il est coiffeur et il expliquait parfois comme anecdote que quand il prend les ciseaux, il a parfois du mal parce qu'il a des paluches qui sont énormes pour tailler les cheveux des gens. Et puis toi, tu nous dis un truc qui n'a rien à voir. On se dirait, ouais, il est un peu dans la même optique, coach sportif, etc. Et puis, ouais, non, dessinateur, en fait, quoi. C'est assez J'ai dingue. j'ai fait pendant un temps coach sportif. C'est juste que j'arrivais pas à faire fonctionner coach sportif, le dessin d'animation et mes entraînements, ma vie Ah, personnelle, ça etc. faisait beaucoup. Ouais. Mais j'imagine que ça, pour vous, dans la pratique d'un sport, c'est un choix. C'est un choix et toujours de se dire que tous les moments où on est là en train de s'entraîner ou en train de faire des compétitions, c'est des moments qu'on ne passe pas à faire potentiellement autre chose. Donc là, non, le coaching, ça fonctionnait pas pour moi. J'ai décidé de vraiment séparer les deux. Et voilà. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je dis, au niveau de ta passion du dessin, je veux dire, tu es indépendant ou tu travailles sous une enseigne? C'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des... Le plus souvent, ça fonctionne par contrat intérimaire parce que Mhm. il y a très très peu d'employés dans le monde de l'animation. Tu es le plus souvent engagé sur une mission qui va durer un certain temps, la durée du film, la durée de la série ou quelque chose comme ça. Donc oui, on a juste des contrats intérimaires par semaine ou par mois, le temps de la mission. Et puis après, bah, chômage, hein. Ben, c'est ça que j'allais y venir avec cette période un peu Covid. On Ah sait oui. qu'au niveau sportif, tu es déjà un petit peu touché. Ben on l'est tous, hein, de toute façon. Et c'était pour savoir si également tu avais eu des difficultés avec cette période de Covid aussi par rapport à ton travail. Ben, déjà, moi, niveau sport, heureusement, ça va parce que j'ai réussi à rassembler du matériel quand j'ai senti que ça puait un peu et j'ai tout mis dans le garage chez ma grand-mère, en fait. Et Ouais. donc, je vais m'entraîner dans son garage. Là, pour l'instant, je m'entraîne quand il fait des 0 degrés, donc c'est sympa. C'est costaud. Fais circuler le sang. Et pour le cinéma d'animation, bah, disons que là, pour l'instant, en fait, ça marche plutôt bien parce qu'il y a la possibilité d'être en télétravail. C'est, Ouais. on peut voilà, avoir plusieurs personnes qui travaillent chacune de chez elles et leur envoyer leurs tâches de la journée, etc. C'est possible. Donc là, pour l'instant, je suis au chômage depuis un mois parce que le contrat vient de se finir. Mais ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je comptais prendre un peu de temps pour souffler parce qu'un an et demi sur une prod, c'est assez taxant. Et, Mhm. et calmement, voilà, je vais commencer à penser à la suite, vers quoi je peux me diriger. S'il y a... Mais là, pour l'instant, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord, ok. Sympa. Et au niveau de tes entraînements, justement, tu disais que tu t'entraînais dans un garage, etc. Est-ce que tu arrives à maintenir quand même le niveau ou est-ce que tu sens quand même que quand ça va repartir, tu vas avoir du taf? Ben, pour l'instant, au niveau du squat, ça se passe très bien. Pour l'instant, je pense que là, d'ici 6 semaines, qui est un peu mon objectif, j'aimerais arriver à augmenter mon squat de 5 à 10 kilos. 10, ce serait vraiment très très bien. Je pense que ça va plus tourner autour des 5. Le bench, j'arrive à le maintenir aussi depuis ces 150 kilos que j'avais poussé, ça va. Et en fait, le deadlift, le soulevé de terre, pour l'instant, j'y touche pas trop parce que, enfin, ça peut paraître bête, mais je m'entraîne dans le garage d'un immeuble qui est un immeuble de petits vieux.
Et donc, je veux pas trop tirer des barres lourdes parce qu'en tombant, ça fait du bruit. J'ai pas Ah oui, envie de les gens. j'ai Donc, connu ça. voilà. Et donc, mais aussi parce que de toute manière, le squat a une très, très grosse incidence sur le deadlift. C'est-à-dire que c'est très, très rare qu'un squat augmente et que le deadlift ne suive pas. Parce qu'il y a vraiment des convergences en termes de muscles impliqués, etc. Donc là, pour l'instant, je me dis, je me concentre sur le squat et normalement, le deadlift va suivre. Et tu as quelqu'un pour t'assister à chaque fois? Après, le plus souvent, non, parce Ah que je ouais? monte seul. C'est simplement là, quand je vais arriver à mes barres les plus lourdes, mes barres entre guillemets dangereuses, j'ai mon frère qui, lui, on va dire que moi, je m'entraîne de 17 à 19h30. Et lui, le plus souvent, c'est le moment où il arrive et il s'entraîne jusque plus tard. Et donc, je pense que les moments où je ferai des barres vraiment lourdes, je m'arrangerai pour qu'il soit là en même temps et qu'il puisse un petit peu m'assister, effectivement, au cas où. Ouais. Ouais, parce que justement, j'avais une question là-dessus, sur la technique en powerlifting. C'est très rare, enfin tu me confirmeras, ou au contraire, c'est une croyance que j'ai, donc à toi de confirmer ou justement de dire si c'est faux. Mais le plus souvent, les gens sont en low bar. C'est très rare de trouver des gens qui utilisent le high bar sur, au-dessus des trapèzes, cette technique-là. Mais quand tu as la possibilité de dropper, c'est clair que sur le low bar, en squat, c'est déjà plus compliqué de laisser glisser la barre derrière soi si jamais on ne sait pas remonter la barre que sur une barre haute. Mhm. Euh, du coup, à chaque fois, quand tu atteins un certain palier au niveau de ton intensité de tes pourcentages, tu es obligé d'être constamment assisté ou tu as des techniques particulières pour savoir te débrouiller? Bah, a priori, mon low bar, ça m'est arrivé quelques fois de lâcher la barre et c'est pas forcément un problème. Mhm. Ça... Et honnêtement, ça peut paraître bête, mais pour moi, l'assistance, elle est le plus important, c'est sur le bench, dans la mesure où pour le squat, j'ai plus souvent failli me blesser avec quelqu'un qui m'a mal assisté plutôt que juste seul où je lâche la barre en arrière et je saute en avant. Ça, c'est. Voilà. Après, ça fait longtemps maintenant que je m'entraîne dans ce garage. J'ai jamais eu effectivement de vrais problèmes. On va dire, au bout de 6 ans, tu finis par sentir un petit peu quand tu décroches la barre du rack et que tu fais ces 3 premiers pas en arrière, tu finis par te rendre compte si tu vas savoir la pousser ou pas. Donc, Mhm. oui, ça, c'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment un souci. Et Ok. tu envisages comment la suite? Tu as l'impression que tu vas pouvoir continuer longtemps ou... Bah, pour l'instant, ça va. En tout cas, en termes de blessures, je maintiens. En termes de charge soulevée, c'est de mieux en mieux, mais je suis clairement plus lourd. C'est-à-dire que les prochaines compétitions que je vais faire, je pense que je vais les faire en 74 kilos, dans le sens où aujourd'hui, je suis aux alentours des 70-72 kilos quand je suis juste voilà, normal, dans une journée normale. Donc, je ne pense pas que je vais faire une sèche pour essayer de redescendre. Je suis à l'aise comme je suis, mais c'est juste que les charges pour l'instant que je soulève sont un petit peu trop limites que pour reprendre la compétition, en tout cas en national. Donc, je pense que je me laisse au moins 1 an pour vraiment monter ces chiffres et puis après, potentiellement, retourner faire mes compétitions en national. Parce que justement, on avait interviewé donc Baptiste Marchais qui lui vit de ça en fait, hein. Mais lui, il fait que le coucher, tu vois, il fait pas les autres mouvements. Comme il nous expliquait, en fait, l'âge en fait n'était pas vraiment un problème puisqu'il y avait des gens qui avaient un âge assez avancé. Et d'ailleurs, c'était un sport à maturité tardive en fait. Oui, clairement. Si on arrive à se tenir loin des... En fait, le problème, c'est pas tellement l'âge, c'est le fait qu'avec l'âge, quand on se blesse, ça prend plus de temps de s'en remettre. Donc, c'est vraiment, en vieillissant, il faut se tenir absolument le plus loin possible des blessures, donc éviter tout ce qui est ego lift, comme ce que j'expliquais juste avant, de mettre trop sur la barre et de faire allez, c'est parti. Non, non, on prend son temps, on monte calmement, et effectivement, ça peut venir de manière beaucoup plus tardive. Ce qui va le plus souvent arrêter un sportif, c'est pas tellement son propre corps, ça va être sa vie,
Ça va être le fait qu'il va commencer à avoir des enfants, qu'il va Ouais. devoir se concentrer sur son travail, etc. C'est ça qui arrête le sportif. C'est simplement que, ben oui, quand tu es étudiant, tu peux te permettre de passer beaucoup de temps à t'entraîner, à la salle ou des machins de genre, à faire très attention à ta diète, à manger dans ton coin. Mais à partir du moment où il y a ta compagne qui va manger un certain truc, tu vas pas non plus la forcer à être extrêmement rigoureux, etc. par Non, rapport à non, la c'est bouffe. avec toi que tu le deviens, quoi. Moi, je vis ça depuis des années, tu vois. Quand il y a une période de compétition, bah, je mange pas pareil. C'est compliqué. Tu as envie, tu les vois manger des trucs, tu as envie. Bon, bah, après, c'est un mode de vie. C'est tout. Hum, C'est que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à tout ça. Tu t'adaptes au fait de moins dormir quand tu as un enfant. Tu t'adaptes à. Et comme tu dis, bah, voilà, il faut surtout mettre son ego de côté et prendre en compte les paramètres qui font que bah, il y a des périodes où ça sera plus compliqué que d'autres, quoi. ouais, clairement. Parce que c'est clair qu'au début, ça rejoint un petit peu certains aspects, c'est qu'au début, il y a tout le monde qui est motivé. Et puis souvent, on dit, ouais, on a souvent l'excuse du dopage en mode, ouais, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, ouais, ce qu'il a fait, c'est de dingue. Ouais, mais pour 66 kilos, le gars est dopé. Mais avant de parler de tout ça, on oublie souvent qu'au début, les gens, ils sont tous motivés. Tu vois, c'est toujours l'exemple du 1er janvier. Tout le monde est motivé d'aller à la salle. Et puis de la motivation vient la discipline. Et la discipline, là, souvent, on perd 85-90% de l'audience qui disent ouais, moi, je veux me reprendre en main, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ma première compétition, etc. etc. Mais quand ils se rendent compte qu'il faut se lever à 5h30, 6h du matin parfois, et encore, hein, je parle de certains parents, d'autres qui ne sont pas encore parents, mais qui ont un horaire un petit peu spécial, genre Comme travail de toi, nuit. Nico, tu te lèves très tôt pour pouvoir t'entraîner, hein. Ouais, ben, les championnats d'Europe, c'était mon plus beau score que j'avais fait à l'époque en marathon parce que je n'avais pas le choix. C'était une situation assez particulière aussi. C'était pas la joie de vivre tous les jours à ce moment-là en 2019. Mais le seul moment où je savais m'entraîner, c'était à 6h45 du matin. Ouais, et clairement, j'arrivais, j'étais explosé, j'étais fatigué, mais derrière, il fallait être discipliné. D'ailleurs, j'en parlais souvent à Stéphane à ce moment-là. Je dis, j'espère que le championnat d'Europe arrive très vite parce que c'est le seul moment que j'attends pour me libérer l'esprit, parce que j'en peux plus. Et Ben ouais. c'est un peu la même chose ici, c'est l'exemple même que vous avez, hein. C'est exactement cet exemple-là. Ben, c'est clairement ça. Au final, moi, c'est le programme assez costaud sur lequel je suis pour l'instant. Il y a une raison pour laquelle je suis ce programme, c'est parce que je savais que je serais au chômage, que j'aurais le temps de le faire. Et là, les 3 dernières semaines où tous les soirs, j'étais en train de m'entraîner, j'ai dit à ma copine, t'en fais pas, ça va être 3 semaines. Et elle m'a dit, OK, parce que là, c'est en train de me casser les couilles. C'est Mais ouais, mais tous c'est les soirs, normal. t'es pas là, ça veut dire que tu peux pas faire à manger, ça veut dire que quand on rentre, voilà, on s'y met tard, etc. Elle a un job avec des horaires particuliers qui fait que parfois elle finit à 20h. C'est chiant quand tu rentres à 20h, 20h30 et que ton copain, il n'est pas là et que tout est encore à faire. Donc voilà, mais dans toutes les pratiques sportives, je pense à partir d'un Ouais. certain niveau, il faut être capable de peser le pour et le contre et de se dire, voilà, moi, ce que ça m'apporte, autant physiquement qu'humainement, ça vaut le coup de perdre des trucs à côté. Ouais. Surtout avoir une femme qui soit compréhensible. Ouais, Je ça, pense que ça, je pense, et moi je parle en connaissance de cause parce que je la fais chier depuis 14 ans avec mon sport, et je pense que c'est vraiment un élément qui fait qu'on dure dans le temps ou qu'on ne durera pas dans le temps. Parce que quand on sait le temps qu'on y passe, quand on sait les sacrifices, enfin moi j'appelle pas ça des sacrifices, mais bon chacun appelle ça comme il veut, mais quand on sait ce qu'on doit faire, qu'on ne peut pas faire, etc., etc., il faut vraiment avoir une nana compréhensible. Et ça, là-dessus, moi, j'avoue que j'ai énormément de chance, même si elle en a ras-le-bol. Donc, en plus, ma fille s'y met maintenant, donc on n'a pas de bol. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir une nana qui soit hyper compréhensible parce que on est des cauchemars, les sportifs, je pense. Ouais. ouais, je pense, c'est clair. Et en plus, la mienne, elle en a rien à foutre des muscles, elle s'en bat les couilles. La mienne, c'est pareil. C'est vraiment de ce côté-là, de temps en temps, elle me regarde, elle fait, mais pourquoi tu fais ça en fait? Et honnêtement, je saurais même plus lui dire. Genre, je fais ça parce que c'est devenu une partie de ma personnalité Ouais. de faire ça. Et je pourrais jamais lâcher parce que c'est une partie de ce que je suis.
C'est ton identité. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est totalement ça, en fait. Hein. Ça devient ton identité, ça devient ton ADN. C'est comme ça, à un moment donné, tu rentres tellement dans quelque chose. C'est comme respirer, c'est comme prendre ta voiture. C'est des choses qui deviennent maintenant naturelles, je pense. C'est des choses qui deviennent normales, quoi. Si tu enlèves ça, bah, tu es perdu. Ouais, parce que c'est souvent la question qu'on a, mais pourquoi tu fais ça? Mais des fois, tu as envie de répondre, mais c'est la question que je me pose chaque matin et je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Calme-toi. C'est vraiment ça, quoi. Mais bon. Tiens, moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de lever, en fait? Le simple fait de lever. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation, ce fait de se dire, putain, je pousse un truc qui est super lourd, quoi. Tu vois, qu'est-ce que ça te procure, ça? Ouais, forcément, ça procure une certaine satisfaction. Ça procure une certaine satisfaction. Après, comme on finit par atteindre un plateau et que les améliorations se comptent par, allez, par kilo et demi, par 2,5 kg, etc., ça devient de moins en moins. En fait, pour moi, ça devient de plus en plus commun. Ouais. C'est-à-dire, je me rends de moins en moins compte que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, que c'est pas forcément, non, que c'est clairement pas à la portée de n'importe qui. Après, on va dire sur le moment même, c'est assez libérateur d'arriver à soulever effectivement une charge dont on ne se croyait pas forcément capable. Après, je trouve ça juste rigolo d'en parler à des gens parce que les gens ne se rendent pas compte, on va dire monsieur tout le monde. Pour lui, si je dis je soulève 100 kilos et si je lui dis je soulève 400 kilos, en fait, dans sa tête, ça fait la même chose. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas appréhendé une charge pouvant s'en rapprocher, on va dire vraiment au-delà de 100 kilos jusqu'à 500 kilos, pour les gens, c'est le même poids. Tu peux leur dire je soulève 200 et je soulève 400. Pour eux, c'est le même. Oh, c'est fou ça, nanana. Et puis après, il va y avoir de 500 kilos à 1 tonne où c'est un autre palier comme ça. Et donc, vraiment, pour les gens, quand tu parles aux gens, ben, personne comprend. Et surtout, effectivement, personne comprend la sensation de se dire, mais enfin, mais t'as pas peur quand tu es en train de pousser la barre et tu la pousses très lentement parce que c'est lourd, etc. Et oui, oui, ça fait partie du truc. Mais enfin, c'est hyper dur, hyper dur à expliquer de dire genre pendant, allez, 4 secondes qui dans ma tête durent 1000 ans, je donne tout pour ne pas mourir coupé en deux sous une barre et c'est génial. C'est Moi, j'avais. l'adrénaline, en fait. Hmm. Il y a une part d'adrénaline là-dedans. Ah oui, clair, c'est que de l'adrénaline. C'est comme ces histoires qu'on voit, ces faits divers avec une femme a soulevé une demi-voiture pour sauver son gamin qui est en tout. En fait, c'est juste ça. C'est c'est mon corps qui essaye de pas crever sous une pression complètement abominable que je lui fais subir pour une raison qui n'a aucun sens. Et donc oui, c'est vraiment cette décharge d'adrénaline et de mon corps qui panique et qui fait il faut qu'on soulève ce truc, sinon on va mourir. Et puis après, il y a le phénomène de se sentir toujours un peu plus fort qui est génial, quoi, aussi. Aussi, clairement. Ça, c'est un truc, voilà. Bon, après, c'est très masculin, ce genre de choses, mais c'est vrai que le fait de se dire, putain, ça avant c'était lourd, maintenant c'est plus lourd, ou tiens, ce machin, il m'a fait galérer l'autre fois, après finalement, maintenant c'est super simple, tu vois. Ouais, mais je sais même pas si c'est vraiment masculin, parce que j'ai des potes qui font du powerlifting qui sont des filles, et j'ai même, et à l'inverse, j'ai des mecs à qui j'explique ça, et ils me regardent en disant genre, mais t'es vraiment un débile, en fait. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, ce truc de... Voilà, ils me voient un peu comme un Cro-Magnon qui soulève des cailloux. Et résultat, à chaque fois, je dois leur expliquer, je fais, non, non, ça, c'est les strongmen. Nous, on soulève pas des cailloux. Mais oui. On va avoir des problèmes avec les strongman, putain, moi qui avais prévu de faire des trucs avec eux. Ouais, non, mais ça, c'est trop fort parce qu'on a Aurélien, s'il on te va plaît, si accueillir tu les regardes strongman cette et vidéo, tout. je te jure, je le connais pas. C'est Nicolas qui me l'a amené. Ah, merde. Mais moi, j'avais une question aussi. C'était
est-ce que tu as des records belges et est-ce qu'ils ont été battus? En tout cas, est-ce que tu as eu des records belges ou est-ce que tu as toujours des records belges? Donc j'ai tenu pendant longtemps effectivement les records belges dans les 3 disciplines. Et là, en 66 kilos, il y a un des records qui a été pris. Je ne sais plus lequel c'est, je ne sais plus si c'est deadlift ou belge, mais qui a été. Ah non, merde, je pense même qu'il y en a deux qui ont été pris, l'un par un Wallon, l'autre par un Flamand. Et il y a un dernier record que j'ai toujours en 66 kilos. C'est le Donc, squat. peut-être, peut-être. Faudrait que je vérifie. Je suis quasiment sûr que le bench a été pris par un Flamand parce qu'ils sont bien, bien balèzes au bench. Et donc, à vérifier. Ça ne m'étonnerait pas effectivement que le deadlift soit tombé. C'est ton point fort, le squat. Pendant tout un temps, ça a été un peu ma bête noire. Pour l'instant, ça va bien. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner en fait sans ceinture et sans genouillère parce que j'avais l'impression que je leur en demandais trop. Comment dire, je m'en remettais trop effectivement au fait que ma ceinture de force allait effectivement me soutenir, etc. Et donc par rapport à pendant un temps, je me suis dit, ben, en fait, je vais enlever tout ça. Je vais apprendre à mieux respirer, je vais apprendre à mieux rigidifier ma cage thoracique pour le squat. Et maintenant, effectivement, il va beaucoup mieux. Pendant tout un temps, c'était vraiment plus le deadlift où j'étais bon. Et là, enfin, le squat arrive à remonter et on est un peu plus, voilà, un peu plus équilibré. D'accord, ok. Il y a un ratio que tu conseillerais. Par exemple, imaginons demain, il y a quelqu'un qui vient te demander un conseil. Il te dit moi, je squatte 140, mais je deadlift 200. Qu'est-ce que tu aurais tendance à lui dire? Est-ce que tu trouverais ça normal ou au contraire, tu parlais d'un certain équilibre? Il y a un certain équilibre à avoir en powerlifting, sachant que le squat a une répercussion sur le deadlift. Tu, tu trouves ça peut arriver, mais tu trouves rarement des très gros écarts entre un squat et un deadlift, à part s'il y a un problème au final. Moi, personnellement, si 140-200, si là, comme ça, tu me dis une différence de 140-200, j'aurais tendance à quasiment te dire, OK, j'imagine que ça doit être un lifter qui n'est pas très grand et qui tire sumo. Et donc, il a une distance assez courte à faire, ce qui lui permet d'avoir une telle différence. Mais a priori, en termes de ratio, j'imagine que si tu as un deadlift à 200, non, ton squat, il devrait être plus aux alentours de 170. Quelque chose comme ça. Après, tu peux avoir des grosses disparités avec le bench, vu que c'est des groupes musculaires complètement différents. Ouais. Il y a pas mal de cas de powerlifters qui sont des brutes épaisses en squat et en deadlift et qui vont avoir un bench du pauvre, ce qu'on va appeler vraiment, parce que eux, ils se sont juste dit, je vais pas me concentrer là-dessus. Le bench, je vais vraiment le laisser dans son coin, avoir des perfs pas mal, mais pas incroyables, parce que là où je vais faire des points, ça va être au squat et ça va être au deadlift. D'accord. Ok. Et sinon, en termes d'accompagnement, de sponsors et tout ça, tu as des gens qui te soutiennent un petit peu pour partir à l'étranger, pour voyager, pour t'aider, quoi. Mes parents, Ah ouais, c'est des sponsors, d'accord. c'est mes plus grands fans. Non, j'avais aucun sponsor. Pendant un temps, effectivement, j'avais essayé de m'entourer de ce côté-là. J'avais fait, notamment en Belgique, on peut essayer d'être sportif affilié comment dire, au gouvernement, entre guillemets, avoir des aides Ce qu'on gouvernementales. appelle sportif de haut niveau en France, quoi. Voilà, exactement. On peut avoir ce genre de choses. Après, il faut savoir que malheureusement, de un, le powerlifting étant pas hyper reconnu, de ce côté-là, ça n'aide pas. Et j'étais pas non plus un athlète qui s'entraînait énormément à l'international. Donc de ce côté-là, j'avais pas vraiment besoin de cet apport financier.
Et au final, je n'étais pas non plus 100% dans le sport. J'avais effectivement ce revenu qui venait de mes activités principales en tant qu'animateur. Donc voilà, je ne me sentais pas non plus légitime de potentiellement essayer d'aller absolument plus loin là-dedans et d'essayer de trouver des financements là où voilà, j'étais pas un athlète entre guillemets à plein temps. C'était un peu plus voilà comme une activité annexe. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui font pas du sport leur métier et qui pour autant, ils ont des sponsors qui les aident parce que forcément, dès que tu te déplaces, dès que tu fais des trucs, ça coûte un bras et que ça mérite aussi, hein. Ça mérite tout simplement un coup de main, quoi. Mhm. Parce que moi, mon point de vue, entre un athlète qui fait ça à 100%, donc qui a tout le cadre nécessaire pour réussir, et un athlète comme toi, comme Nico, comme moi, qui a un métier à côté, qui doit jongler métier, vie de famille, plus le sport, bah, je suis désolé, on a peut-être plus de mérite, même si on aura moins de performance, parce qu'on n'est pas dans le cadre justement nécessaire pour pouvoir arriver à ça, mais on a plus de mérite de jongler à tout ça, et j'estime qu'un sponsor, bah, c'est légitime, quoi, tu vois. C'est vrai. À partir du moment où il y a des perfs qui suivent, hein, bien sûr, hein. J'avais justement une question parce que la fédération dans laquelle tu es pour le powerlifting, j'ai oublié le nom, c'est IPWF, je crois, quelque chose comme ça, non? Oui, quelque chose de ça, effectivement. C'est Ouais. Est-ce que tu as eu allez, des retombées, que ce soit au niveau médiatique, au niveau financier, une fois que tu as eu ton titre de champion d'Europe? non, rien du tout. Après, il faut quand même admettre que, je vais pas mentir, je suis allé un peu en touriste. Vraiment, je suis débarqué sur place et ça va paraître vraiment pathétique, mais j'étais parti sans mon coach parce que voilà, il n'allait pas partir pour un athlète. On était en fait Mhm. deux athlètes belges à partir. Il y avait moi et Steve Ringoat, qui est un flamand en plus de 120 kilos, qui fait d'ailleurs des bonnes perfs, qui est une espèce d'ours très impressionnant. Et en fait, je me suis rendu compte que sur place, que j'avais un coach à signer. C'est-à-dire qu'à un Ah ouais. moment, il y a un petit mec qui est arrivé et qui m'a dit: «C'est toi, Lucas?» Et je dis: «Oui, ben, c'est moi qui m'occupe de toi.» Et résultat, «Ah bon? Ok.» Et résultat, voilà, il m'a bien aidé par rapport aux charges à choisir pour la compétition, etc. Parce que j'y allais un petit peu trop. J'y allais un peu trop en conquérant, c'est-à-dire que j'avais cette espèce de projection de charge. J'étais genre, ouais, je vais tirer ça. Et il me dit genre, calme-toi. La première, il faut que tu la bétonnes. Tu ne peux pas te permettre de mettre des poids trop hauts. Et parce qu'en gros, si pour un des lifts, je rate 3 fois, euh, les 3 trois, essais. et voilà, les 3 essais, et ben tout est foutu. C'est donc Ouais, parce que c'est le total qui compte au final. voilà. Et donc il faut que la première, tu la fais à une charge où tu es sûr de pouvoir la passer, parce que comme ça, au moins, tu es sûr que ton total sera ne serait-ce que valide, que tu ne vas pas être éliminé. Donc il m'avait bien aidé de ce côté-là, mais ouais, c'était un peu. Voilà, c'était un peu. J'ai complètement d'ailleurs oublié la question, mais c'était un peu le sbires. Ouais, mais on avait compris, c'était pour savoir si tu avais eu des retombées médiatiques, est-ce que les journaux t'avaient contacté ou quoi à la fin? Rien du tout. Je suis resté dans un anonymat total. Ouais, mais c'est triste, hein. Franchement, c'est triste parce que, ouais. Ouais, J'ai la même moi, ça me chose, moi aussi. désole, quoi, tu vois. C'est- Et, et Moi, je suis donc, arrivé pour la petite anecdote, je suis arrivé dans ma mairie pour avoir une salle pour organiser une compétition. Je lui dis, bon, bah voilà, ça fait maintenant tant d'années que je pratique, je vous fais venir plein de gens ici, je suis 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, etc. Est-ce que vous pouvez me prêter une petite salle, machin et tout? Le mec savait même pas que j'existais. Donc, et pourtant, je suis à même pas 1 kilomètre de la mairie. Et il m'a dit, oh, vous savez, nous, on est plus chasse et pêche ici.
Je connais bien ce genre de choses. Moi, ici, si tu veux, il n'y a jamais un journal qui a parlé de moi ou quoi que ce soit, alors que je suis passé à la télé à l'étranger ou bien sur d'autres villes où j'ai pu aller, tu vois. Mais ici, ouais, je suis dans l'anonymat le plus total, quoi. Je suis Ouais, mais c'est rien. spécial. Malheureusement, c'est la pratique qu'il veut. C'est pas des disciplines qui sont populaires, c'est C'est pas des ça. disciplines qui sont très visibles. En tout cas, dans nos pays, effectivement, je pense que dans certains pays à l'international, il peut y avoir beaucoup plus Ah ouais, ouais. Et donc, oui, c'est aussi un peu triste de parfois parler à des gens et qui disent, ah, t'es un peu costaud, qu'est-ce que tu fais? Et moi, une fois sur deux, en fait, je leur dis de l'haltérophilie. Parce qu'au moins, les gens situent un petit peu ce que c'est. Parce Ouais, que t'es j'ai obligé de mentir. Ouais. de dire du powerlifting, et alors les gens ils me disent, ah ben c'est quoi? Et je dois expliquer, bah en fait, il y a trois trucs qu'on fait, nanana, nanana. Voilà, donc une fois sur deux, je préfère dire c'est de l'haltérophilie parce que les gens situent. Une fois sur deux, ils me disent, ah, comme le CrossFit, ce qui est. Ouais, CrossFit, ouais. On Putain, est tous ça, on bons l'a à ça. tellement tous entendu. C'est un truc de fou. On l'a tout le monde. Tu fais quoi? Du kettlebell sport? Ah, tu fais du crossfit en fait. Je c'est crois ça- que le CrossFit, c'est devenu un truc, mais c'est né avant tout le reste, on dirait, tu vois, parce que tu leur dis n'importe quoi, tu travailles sur des anneaux, ah, tu fais du CrossFit. Mais non, je fais de la gymnastique, connard. Mais après, voilà, ça a été une question qui est souvent revenue, c'est est-ce que le CrossFit dénigre ou aide à développer les autres disciplines? Et en fait, la réponse, elle est simple, elle fait les deux. Elle Ouais, fait les deux parce qu'il y a l'haltérophilie qui était un petit peu mort, que le CrossFit a quelque part relancé un petit peu. c'est vrai. On connaît un petit peu plus le powerlifting aussi via le CrossFit maintenant. Mais bon, c'est vrai que des fois, tu te dis, oh, pitié, quoi, tu vois. Tu te dis, s'il vous plaît. Oui, et je peux tout à fait comprendre que, par exemple, moi, ça m'amuse de regarder des lifts, des compétitions, des machins genre, par exemple, de powerlifting. J'imagine que ça doit être un peu la même chose kettlebell, même si c'est avec des limites de temps, si j'ai bien compris, pour Ouais, les c'est compétitions ça. kettlebell. Voilà. Mais je peux très bien entendre que monsieur tout le monde, ça le fait pas marrer de Ouais, regarder personne bien sûr. à la Bien sûr, télé. il faut le comprendre. Voilà, un mec qui soulève ça, c'est, j'imagine, plus divertissant de regarder le foot et plus facilement, effectivement, appréhendable. Mais oui, il y a effectivement la frustration de savoir qu'à priori, à part si les mentalités changent, c'est des disciplines où, voilà, les gens, ça les intéressera pas trop. Et résultat, ben, tu n'as pas forcément, comme on le disait juste avant, des aides, des opportunités par rapport à ça. Et, Et et en pour fait, pour avoir un intérêt, souvent, les gens qui ont un intérêt, c'est des personnes qui pratiquent ou qui ont pratiqué et qui réalisent la performance, enfin, ce que ça représente en termes de performance. Si on ne pratique pas ou qu'on n'a pas pratiqué un minimum, on ne sait pas concevoir ce que ça représente pour se dire waouh, là, c'est un truc de fou. Ah c'est ça, oui, parce que moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus de mérite à avoir quelqu'un qui va faire une barre à 300 kilos au soulevé de terre. C'est quand même quelque chose de dingue que de voir un mec qui court après un ballon et qui marque un but, sans pour autant dénigrer le football, parce que c'est un sport qui est stratégique, machin et tout. Mais en termes de risque, en termes d'exploit physique pour l'homme en lui-même, par rapport à son squelette, par rapport à tout ce que ça incombe, je parle pour moi, hein, mais c'est quand même un truc de malade de voir un mec qui soulève ça, quoi. Tu te dis, putain, le mec, il soulève ma voiture, quoi. L'autre, il mhm. court après un ballon. Bah, celui qui court après un ballon, on va lui payer des millions. Et l'autre, il va rentrer chez lui et il va être content, ouais, félicité Et, par ses parents et dans l'anonymat le plus total. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, et je vais rebondir là-dessus en fait, parce qu'ayant fait les deux, ayant fait 10 ans de basketball où il y a eu quelques titres. Hein. Après, il y a des fois dans certaines équipes, j'ai moins joué, mais champion de Belgique universitaire, là, je n'avais pas joué beaucoup. Mais ce qu'on peut concevoir là-dedans, c'est si tu es dans la merde, si par exemple tu n'es pas bien physiquement ou tu as pinché la veille, tu as bu de l'alcool ou quoi que ce soit et que tu n'es pas sur un bon mood pour entamer une finale ou même un bête match d'exhibition, tu peux quand même gagner parce que justement ton groupe est là. Alors que la quand tu passe. es, seul, quand tu es seul, tu t'es passé une mauvaise nuit ou pas, tu fermes ta gueule et t'assumes. Donc, le mérite est quand même différent aussi. C'est-à-dire qu'en travail d'équipe, si à un moment, tu n'es pas bien,
il y a moyen de se reposer sur un autre coéquipier ou sur le reste de ton équipe, et c'est le principe de l'équipe, justement. Alors que quand tu es seul dans un travail individuel, dans une compétition individuelle, ben, il n'y a que toi. Il n'y aura pas une aide. Ce n'est pas ton coach qui va lifter à ta place. Et c'est ça la différence, en fait. Et là où il y a un certain mérite aussi. Puis il y a un truc, c'est que là, on parle de jeu. C'est-à-dire que c'est des jeux de ballon à la base. Même s'il y a un travail de préparation physique énorme, etc. Mais c'est des jeux de ballon. Là, ce qu'il fait, c'est pas un jeu. Comme il Mais dit, c'est vrai. il peut crever sous une barre à un moment donné ou à un autre. Il peut y Et je laisser suis une tout à fait clavicule, d'accord. il peut y laisser des vertèbres, et c'est là où je trouve que on remet pas à sa juste valeur les disciplines qui vraiment montrent un exploit physique absolument incroyable. Absolument. Et d'ailleurs, le truc, c'est que tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme activité physique, comme sport? Il va dire, je joue au football, je joue au basketball. Si tu demandes à quelqu'un qui lift, 300 il fait, kilos. je fais. Il dit, je fais de l'haltéro, je fais du kettlebell sport. Il dit pas, je joue au kettlebell sport, parce que tu peux pas jouer avec ça. Il dit pas, je joue au powerlifting. Tu peux pas jouer avec une barre de 200 kilos. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne se dirigent pas vers ce genre de discipline, parce qu'ils disent genre, oui, c'est pas amusant, c'est pas un jeu. Moi, je préfère jouer au badminton. Oui, mais tu sais, à partir d'un moment, ça devient amusant. Et là, le plus souvent, Ouais. le moment où on te prend pour un psychopathe, parce qu'on dit genre, mais de où tu trouves ça amusant de juste soulever un truc d'en bas en haut, comme ça, à répétition jusqu'à l'infini. C'est Mais c'est un peu le cas, c'est Même ça. d'un point de vue fonctionnel, toi, regarde, il y a un déménagement, tout le monde t'appelle. Tu aurais été footballeur, tu étais tranquille. C'est tellement vrai en plus. C'est Ouais. tellement vrai. Je me serais pris un coin de table dans le tibia, je serais tombé par terre et puis après j'aurais crié. Ah non! Oh, purée, bah ouais, Non, bah écoute. je trouve que c'est dommage parce que moi, je trouve qu'il y a, tu vois, ces sports, powerlifting, haltérophilie, strongman, tu vois, sans même parler de notre sport, tu vois, mais il y a quand même un développement des capacités physiques qui font ces individus des gens hors normes et ils sont vraiment pas mis en valeur. En tout cas, dans nos deux pays respectifs, hein, parce que bon, si on avait été en Islande ou dans les pays de l'Est, ce serait différent. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, ouais, c'est peut-être moins beau à voir de voir un mec sous une barre développée couché que de voir un mec qui jongle avec un ballon, esthétiquement parlant. Mais bon, quand tu connais le poids du mec, quand tu connais le poids de la barre, tu te dis, waouh, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et puis, en plus, le comparatif est tellement facile à faire, quoi. Je veux dire, 300 kilos, tu peux le comparer à des choses de la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, c'est un truc de malade, ça, je le bouge pas, quoi. C'est dommage. Moi, je trouve que, voilà, tu vois, à la fois, je te comprends parce que je vis ça moi aussi dans mon sport, et à la fois, je trouve dommage que, tu vois, il n'y ait pas quelqu'un qui t'ait filé un coup de main, qui t'ait filé un sponsor, et j'espère que ça va t'arriver parce que, voilà, ce que tu fais, c'est rare, quoi. Ouais, c'est vrai. Mhm. Un petit mot de la fin, Lucas? Bah non, je pense que tout a été dit. En tout cas, c'était un plaisir de participer à cette conversation. C'est réciproque. D'autres Ouais, sports. franchement top. Franchement, c'était cool. Tu as un conseil à donner à des débutants? Euh, Bah, je pourrais dire, genre, si ça vous intéresse, ne laissez pas tomber trop vite, parce que c'est effectivement ce qui va se passer dans la plupart des situations, c'est que les gens vont laisser tomber parce que ou c'est trop dur, ou ils ne voient pas assez vite les effets de leur entraînement. Je dirais, genre, oui, c'est pas facile, mais ça prend du temps. Après, qui sait, il peut y avoir des bonnes choses qui ressortent. Ok, c'est cool. Bah écoute, Magnifique. on te remercie. Tu es une personne vraiment très agréable. Et puis on te souhaite plein de bonnes perfs, Euh, surtout plus de blessures. Et on va suivre un petit peu ton actualité. Et puis bah, si tu as envie, suite à une prochaine compétition, tu veux qu'on en parle et qu'on refasse un podcast, c'est avec grand plaisir. ouais, Ouais, vraiment top. avec plaisir. Merci les gars.
Merci à Super, toi. merci Bonne Lucas. journée. Ciao Nico. Ciao, ciao. Oh, salut l'équipe.